Il y a un moment dans la vie d'une entreprise où tout bascule. L'histoire écrite jusqu'ici doit rencontrer celle qui commence. Ce moment, c'est celui de la transmission. Changer de main raconte ces passages de relais. Les doutes et les décisions, les liens humains et les choix stratégiques. Derrière chaque session, il y a une aventure humaine et des leçons à partager. Bienvenue dans Changer de main, le podcast qui explore ce moment charnière où une entreprise change de main et parfois change de vie. Changer de main est un podcast produit par Finance et Stratégie. Bonjour à tous, je suis Adrien Louessard. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Béatrice Schall. Bonjour Béatrice. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est pour moi d'autant plus agréable de pouvoir passer ce premier épisode avec toi que dans le cadre de l'accompagnement à la session de ton entreprise, c'était pour moi le premier dossier quand j'ai rejoint Finance et Stratégie, donc c'est forcément spécial et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi pour revenir sur cette période assez particulière. Ce que je te propose pour commencer, c'est de te projeter. Là, on est bien installé tranquillement à Rennes. Imagine-toi plutôt face à un parterre de dirigeants d'entreprise à qui tu dois te présenter. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Merci évidemment d'avoir pensé à moi pour parler de l'événement important de la session de mon entreprise. Donc, si je devais me présenter devant un parterre de dirigeants, j'ai plutôt envie d'être factuelle. Donc, je m'appelle Béatrice Schall. Je suis ingénieure de formation. J'ai également un diplôme en fait au master IAE de l'IGR de Rennes. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je me définis avant tout comme une entrepreneur puisque maintenant, ça fait plus de 25 ans que j'ai exercé différentes fonctions dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'abord comme actionnaire minoritaire, puis ensuite principal. Et puis, par ailleurs, je me suis toujours investie également dans beaucoup d'organisations professionnelles. Tout d'abord, en tant que présidente de la plateforme Initiative Rennes, qui accompagne des créateurs et des repreneurs d'entreprises. J'ai également participé, en tant que membre du comité de direction des achats en Bretagne, et ce pendant 6 ans. Où tous les ans, on effectue notamment des Bretagne Achats au niveau du Stade Rennais. Ah. Voilà. Quel bel endroit. Exactement, on est d'accord tous les deux. Et puis, actuellement, je suis conférencière aux Shifters de Rennes. Donc les Shifters, c'est une association qui œuvre en fait pour un monde bas carbone. Et puis je suis également adhérente au club APM, qui est un club de dirigeants d'entreprise, dont l'objectif est de faire progresser l'entreprise via la progression de son dirigeant. Ok, super. Bravo pour ce très très beau parcours et merci pour cette présentation qui va parler, je pense, aux gens qui nous écouteront. Si on en vient à la relation avec Finance et Stratégie, notre cabinet. Moi, j'étais pas là à l'origine et donc j'aimerais bien que tu me racontes un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que on est rentré en relation. La mise en relation avec Finance et Stratégie a démarré bien avant le projet de session, même plusieurs années avant. Puisqu'en fait, c'était en 2010. Comme tu le sais, on a la chance à Rennes d'être accompagné par beaucoup d'organisations qui aident les créateurs d'entreprises à faire les premiers pas dans le démarrage de leur entreprise. Et à cette époque-là, Rennes Talent m'a accompagnée dans la création d'entreprise et on était donc conviés à différentes formations pour pouvoir permettre aux créateurs de les mettre sur les bonnes rails au démarrage. Et puis là, il y a une formation qui, à l'époque, me semblait un peu atypique, puisque la formation était intitulée « La protection du patrimoine du dirigeant ». Et donc, c'était Jean-Marc Tarian, fondateur de Finance et Stratégie, qui animait cette formation. Et moi, je me disais, finalement, je ne sais pas trop si ça va m'être utile dans le démarrage de ma société de déjà penser au patrimoine. Et puis finalement, cette formation un peu atypique était très utile en fait lorsque l'on souhaite démarrer son activité, puisque c'est vrai qu'il faut vraiment être conscient que finalement, on s'engage évidemment professionnellement, qu'on démarre en entreprise, mais c'est aussi personnellement et familialement.
Et donc, c'est important de s'assurer, de vérifier qu'on va essayer de protéger, on va dire, la famille avant de démarrer dans une création d'entreprise pour après pouvoir partir plus sereinement et se consacrer à 100% à son projet. Ouais, très intéressant. C'est sûr que forcément, on embarque avec nous la famille du point de vue du temps qu'on va passer au travail quand on est dirigeante d'entreprise. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a des sujets financiers où effectivement, si on sait que sur le plan de la charge de travail, tout le monde va être un peu impacté au sens où forcément on a toujours ça dans un coin de sa tête. Et donc si sur le plan financier on fait pas on met pas quelques garde-fous pour se protéger, ça peut être dangereux. Donc, mais effectivement, j'entends le côté atypique qui est peut-être lié au fait de se dire, moi, je crée ma boîte à ce stade, j'ai rien, enfin pas grand-chose finalement, et on me parle déjà de protéger un patrimoine qui, à l'instant T, existe, mais voilà, à une échelle qui est celle de quelqu'un qui est juste au moment de la création, quoi. Tout à fait, donc, rien. Si on parle maintenant du projet de cession qui est le sujet central qu'on souhaite évoquer ensemble aujourd'hui, il y a une question qui est souvent centrale pour les repreneurs et qui est souvent la première qui est posée, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de vendre ton entreprise ? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre comme ça directement à ta question. Il faut d'abord se remémorer tout le parcours du dirigeant. Donc, évidemment, au démarrage d'une entreprise, il faut d'abord mettre en œuvre en fait son projet. Il faut aller rencontrer les premiers clients. Et puis, il y a, on va dire, ce déclic où finalement, un premier client nous fait confiance. Et donc là, c'est Eureka. On est très heureux et déjà très fiers, on va dire, que notre projet soit approuvé, validé par un premier client, puisque c'est aussi les premières rémunérations. Et ça, c'est aussi une étape extrêmement importante dans la création de son entreprise. Et puis, c'est le crash test, quoi. Ça voilà, c'est le crash test, exactement. Et on sait bien que si jamais on n'arrive pas à passer cette étape, c'est retour à la case de départ. Et après, viennent en fait aussi les premiers recrutements, la formation de ces premières personnes recrutées par rapport au métier dans l'entreprise. Et puis, les premières années, elles passent extrêmement vite, parce qu'après, c'est le deuxième, le troisième client. Les équipes, en fait, grandissent, au fur et à mesure, donc, augmentent en compétences. Et puis, finalement, on fait de lourds investissements informatiques au niveau de la sécurité informatique. On déménage parce que finalement, les locaux initiaux sont trop petits. Donc, toute cette période est extrêmement exaltante. Et puis, finalement, on ne voit pas le temps passer. Et puis, au bout de plusieurs années, finalement, on va dire du métier de créatrice d'entreprise, on passe plus à faire de l'administration. On devient plus administratrice de son entreprise. Et on atteint, on va dire, un certain plafond de verre. Et en plus, il y a aussi la fatigue qui s'accumule et le stress qui se sont accumulés pendant de nombreuses années. Et puis là, on se demande, en fait, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il y a un peu peut-être une forme d'un flux nerveux qui retombe parce qu'on a atteint un peu un rythme de croisière, même si on progresse toujours. Peut-être que ça, quand on a souvent tendance à penser qu'il y a des gens qui sont plus créateurs dans l'âme, et d'autres qui sont plutôt après des gestionnaires, repreneurs d'entreprise. Toi, de ce que j'entends là, tu te situes plutôt dans la première catégorie. Tu prends plus de plaisir à ça, finalement. C'est vrai que je ne le savais pas au départ. Pour moi, effectivement, l'idée, c'était toujours de mener sa société de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et puis, finalement, lorsqu'on arrive, en fait, à cette étape où l'entreprise est bien structurée, que tout est bien mis en place, que ça roule, que l'entreprise peut presque fonctionner, on va dire, sans le dirigeant. On se dit, est-ce que j'ai envie d'aller encore plus loin, faire prendre à l'entreprise une autre dimension ? Et là, finalement, il y a deux alternatives. Soit, en fait, on achète, c'est-à-dire qu'on fait de la croissance externe, soit, finalement, on vend son entreprise. Et donc là, il faut se poser la question de savoir, question personnelle, de savoir quel est son désir profond. Est-ce que ça me correspond de pouvoir justement aller plus loin dans le développement de son entreprise et faire de la croissance externe, ou au contraire, est-ce que finalement,
je pense que d'autres personnes, d'autres dirigeants qui auraient peut-être plus le profil de développeur seraient peut-être plus à même d'emmener encore plus loin son entreprise. Ouais, une envie peut-être de plutôt se consacrer à d'autres projets en se disant, voilà, il y a le côté pour l'entreprise de dire, il y a peut-être des gens plus à même, et il y a le côté pour toi de te dire, est-ce que c'est vraiment ça qui m'anime toujours aujourd'hui, ou est-ce que ce qui m'animerait serait peut-être de repartir sur un autre projet, quoi. Donc exactement. Comme tu as dit, Adrien, finalement aussi, depuis quelques temps, j'avais d'autres projets en tête, qui résonnaient de plus en plus fort. Et puis, voilà, un jour, on sent que c'est OK de se dire, on y va, on va essayer effectivement, pourquoi pas, de vendre son entreprise. Ouais, OK. Très bien. Et donc là démarre un process assez long qui est très complexe au sens où il touche à pas mal de sujets différents qui vont remuer forcément. Et là on va rentrer dans le vif du sujet sur ça. La première étape, je dirais, c'est déjà pour vous. Comment on fait une fois qu'on s'est dit, parce que tu as un associé, donc c'est une décision qui est prise de manière commune. Ouais. Voilà. Comment on fait et par quelles sont les premières étapes par lesquelles on passe quand on se dit, ça y est, on veut vendre, vers qui on va, à qui on va demander de l'aide, entre guillemets, dans le cadre de cette mission. Alors, avec mon associé, c'est vrai qu'on avait eu évidemment beaucoup de chance parce qu'on n'a pas eu à se poser la question de savoir quel cabinet on allait prendre pour pouvoir nous accompagner dans la cession de notre entreprise. Parce qu'avec Finance et Stratégie, en fait, avec Jean-Marc Tarian et toute son équipe autour de lui, on avait déjà travaillé sur d'autres projets en termes de stratégie financière, en termes aussi de projets immobiliers. Et donc, il y avait une confiance qui était là, qui était naturelle. Et donc, c'est vrai que nous, on n'a pas cherché, on va dire, à aller vers d'autres cabinets, même si on avait été sollicité par d'autres cabinets parisiens pour déjà vendre notre structure. Pour nous, c'était évident qu'on allait faire, évidemment, le choix local, mais aussi parce qu'on avait déjà une histoire commune avec Finance et Stratégie et que, voilà, humainement, la confiance était là. Et c'est essentiel, en fait, que cette confiance soit totale parce que lorsqu'on vend son entreprise, qui est quand même presque une histoire d'une grande partie de sa vie, on souhaite mettre toutes les chances de son côté. Ouais, pour que ce soit sécurisé et géré au mieux. Et c'est clair que on est à ce moment-là dans une période où on se dit OK, j'ai décidé d'avancer sur la cession de mon entreprise, mais c'est probablement encore un peu abstrait au sens où on ne sait pas véritablement ce que ça implique quand on est dans la gestion au quotidien. On sait qu'in fine, on sait ce que ça va vouloir dire in fine, mais par quelles étapes on doit passer pour mener à bien cette opération. Et c'est là où on rentre dans un process qui est effectivement assez complexe et difficile à manœuvrer, en tout cas seul, même si ça reste une option possible. Donc quand on parle de démarrage d'un process, et il y a un mot que tu as utilisé qui est important, qui est le mot confiance. Oui. Tu dis on a fait le choix du local et aussi de la confiance. On en parlera tout à l'heure aussi pour ce qui amène à avancer avec un repreneur plutôt qu'un autre, mais c'est un maître mot et nous on a tendance à dire que déjà au moment du choix des partenaires se joue une partie de l'opération au sens où il faut forcément s'entourer de gens avec qui on va être en confiance parce qu'on part pour une année de travail au moins et que c'est important de partir sur des bases saines avec des gens avec qui on va être capable de se dire les choses pour réagir, pour faire en sorte que ça prenne la direction qu'on a envie que ça prenne, quoi. Et donc, sur cette étape de démarrage du process, comment tu l'as vécu, toi ? Alors, en fait, c'est vraiment quelque chose de très particulier à vivre parce que moi, j'avais le sentiment, le mot est peut-être un petit peu fort, d'être schizophrène. C'est-à-dire qu'à la fois, en fait, il faut continuer de développer son entreprise, de continuer, on va dire, de gérer les équipes, continuer, en fait, de développer des clients, gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir au quotidien d'entreprise. Donc, on est quand même tout le temps très sollicité, évidemment, par le développement de sa société. Et puis, en même temps, il y a l'autre partie du cerveau qui nous oblige, en fait, à rencontrer des acquéreurs potentiels de manière très confidentielle. Donc, c'est vrai qu'on a le sentiment vraiment de vivre les choses de manière très partagée. D'un côté, on fait comme si on allait continuer de développer sa société pendant des années. Et puis, en même temps, on sait très bien que
peut-être que d'ici quelques mois, on sera plus le décideur et on sera plus aux manettes de sa boîte. Oui, donc c'est vrai que c'est très particulier et c'est une période très très intense. Oui. On est sur deux jambes en même temps et c'est qui sont pas forcément de la même longueur ou qui font pas les mêmes pas, donc c'est pas facile de garder. Ils vont pas dans la même direction. C'est ça. Donc et donc si on rembobine un tout petit peu sur le démarrage du process, on passe par des étapes où finalement la connaissance fine de l'entreprise, c'est toi, ton associé qui l'avait, les gens avec qui vous travaillez, même si en l'occurrence c'était nous, des gens qui vous connaissiez déjà, malgré tout, elle est pas aussi fine que celle que vous pouvez avoir, donc ça nécessite qu'on soit plus en capacité de comprendre et d'expliquer votre métier. Donc ça passe par une acculturation, la capacité à passer du temps ensemble pour notamment rédiger des documents de présentation de l'entreprise pour lesquels vous devez aussi être actif puisque vous devez valider évidemment ce qu'on met dans ces documents-là. On a besoin de mettre les mains dans le moteur, nous, finalement, à ce moment-là, pour savoir précisément de quoi on parle, de savoir quel est le modèle économique de l'entreprise, son écosystème, l'activité qu'elle exerce, les spécificités, des choses qu'on n'a pas uniquement derrière des chiffres, quoi, finalement. Et c'est là où on doit être capable d'aller beaucoup plus loin. Toi, sur ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, que tu as compris, cette démarche-là? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que tu as compris le fait qu'il y ait ce besoin-là tout de suite? Est-ce que tu étais OK pour consacrer du temps finalement à ça tout de suite? Alors, c'est vrai que ça a été quand même une surprise, en fait, cette première étape, parce que finalement, on se dit que quand on vend son entreprise, on va regarder les bilans des années précédentes, on va faire des calculs, on met en place les ratios, puis voilà, on va pouvoir faire une fiche et l'envoyer à des potentiels acquéreurs. Et puis finalement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup d'heures ensemble pour pas seulement s'appuyer sur le chiffre, mais au contraire pour essayer de comprendre l'histoire d'entreprise, sa genèse, son originalité. Donc comprendre évidemment les valeurs, l'esprit, même l'âme en fait de l'entreprise. Et j'ai trouvé que cette étape finalement était fondamentale parce qu'une entreprise, c'est pas que des chiffres, mais au contraire, c'est toute une histoire, c'est un récit, et que lorsqu'on va transmettre son entreprise, on veut vraiment essayer de faire en sorte que le futur acquéreur aura bien compris tout cet ensemble et que on souhaite aussi sauvegarder, on va dire, cet environnement, cette particularité auprès du repreneur. Ouais, c'est clair, c'est un élément qui est assez central et qui nous amène à discuter des repreneurs, justement, des potentiels repreneurs de l'entreprise, puisque dans cette phase-là, elle se termine finalement par des discussions entre nous sur qui peut être l'acquéreur potentiel, finalement, puisque derrière, on va aller se mettre sur le marché et s'ouvrir à des acquéreurs potentiels de la société. Comment tu as vécu ces premiers contacts avec des repreneurs? Comment ça s'est passé? C'est vrai que là, finalement, c'est une deuxième étape qui est importante. Et puis là, on rentre dans le concret. Puisque voilà, on voit les personnes physiques en fait des repreneurs, et puis finalement on se rend compte que tout va se jouer, enfin pas tout, mais une grande partie, on va dire, de la décision va se jouer sur l'humain, c'est-à-dire sur la rencontre en fait des dirigeants du futur acquéreur. Et c'est vrai qu'on a eu des profils en fait très différents les uns des autres. On a rencontré à la fois, on va dire, des entreprises en fait de taille modeste, de plus importante, et même on a rencontré aussi un PDG d'une très grande entreprise cotée en bourse. Et c'est vrai que... Quel souvenir t'en gardes? Voilà, je pense qu'Adrien, on s'en rappelle tous les deux, parce que c'était... déjà, nous, on était flattés avec mon associé de pouvoir échanger avec un PDG d'une aussi belle boîte. Et puis on s'est dit, tiens, l'échange va forcément être intéressant. Et puis finalement, on est tombé très vite de haut, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'au niveau humain, on ne partageait pas du tout la même vision. On avait, on va dire, un monsieur chiffre en face de nous, et quand on est, nous, patrons d'une PME, on est beaucoup plus, je veux dire, dans l'affect et puis dans la dimension humaine de sa société. Et de plus, il avait un comportement assez irrespectueux, ce qui a fait que, voilà, on a très vite compris que c'était le premier et le dernier entretien avec ce potentiel acquéreur. C'est clair, oui, non, il y avait du non-verbal, beaucoup de nonchalance, et puis des expressions. Moi, il y en a une qui m'est restée, c'était
parlait des salariés, potentiellement de déménagement, enfin dans son esprit. Oui, c'est vrai. Et donc forcément vous avez forcément réagi en disant voilà, les gens nos salariés sont installés à côté de Rennes. La logique c'est de rester par ici. Et là le retour assez cinglant les salariés, ceux qui voudront suivront. Voilà, là on a compris. Et je crois qu'à la fin de ce rendez-vous, on n'a pas eu besoin de beaucoup se parler pour savoir que ça n'irait pas plus loin. Donc effectivement, on voit que c'est pas qu'un sujet de chiffres. À l'inverse, on a rencontré des gens hyper intéressants sur le plan humain, tout à fait. avec qui il y avait un bon fit. Et c'est plutôt ceux-là avec qui on a envie justement de poursuivre des discussions. Parce que lors de ce premier rendez-vous, il y a quand même un truc important à dire, c'est qu'on ne parle pas du tout de chiffres d'argent. Voilà, on ne parle pas de prix de session. C'est pas l'objet finalement. Là, le but, c'est de faire connaissance. Et je ne sais pas si tu as ça en tête. Tu te souviens que on essaye toujours d'entamer ces rendez-vous plutôt par le fait de mettre la pierre dans le jardin de l'acquéreur. Je ne sais pas si ça t'avais ça en tête, au sens où on démarre ce type de rendez-vous avec une asymétrie d'information. Oui, tout à fait, exactement. Le repreneur, il a eu accès à un dossier assez complet. Très complet, quand même. Voilà. sur nous. Et vous, toi, tu arrives au rendez-vous, tu as les quelques infos qu'on a pu te communiquer, mais c'est beaucoup plus light. Voilà, c'est des informations souvent publiques ou que le repreneur a bien voulu nous communiquer avant le premier rendez-vous. On s'assure d'avoir des gens fiables sur le plan financier, évidemment, mais on n'a pas beaucoup d'infos quand même sur leur fonctionnement actuel. Et donc, ce qui est intéressant lors de ce premier rendez-vous, c'est de poser des questions. C'est ça, et de faire en sorte que vous repartiez avec une meilleure connaissance de l'acquéreur potentiel et que vous soyez en capacité de vous dire, ok, bon, sur le plan humain, a priori, ça peut le faire ou ça peut pas le faire, quoi. Et ça, l'une des clés, je pense, à cette étape-là, en tout cas. Et à l'inverse, avec des gens avec qui le fit passe pas, c'est le moment de très vite de se dire là de toute façon on en restera à ça. Un ultime rendez-vous. Et donc progressivement on bascule dans de rencontres qui sont plutôt, je sais pas comment tu les avais vécues, mais j'ai qualifierais d'échanges sympas. Je sais pas si tu partages. Oui, tout à fait. En fait, on a en fait deux personnes, une qui veut plutôt vendre sa société, l'autre qui veut acquérir. Donc déjà en fait il y a un projet commun. Et puis finalement, avec mon associé, nous, très vite, on savait si on avait envie de continuer ou pas avec une personne. Donc voilà, on est, à cette étape-là, on est complètement libre en fait de faire un pas vers le futur acquéreur ou au contraire d'arrêter. Donc c'est une période en fait, voilà, forcément ça prend du temps, mais finalement on reste libre à 100%. Donc c'est ça, c'est des rencontres. Ça se passe bien. C'est des rencontres, on passe pas de temps à parler de sujets qui fâchent. Tout à fait, pas de prix. Et puis, on est à cette étape-là plutôt dans une phase de séduction mutuelle. Vous avez envie de plaire aux acquéreurs potentiels. Eux ont aussi envie de vous plaire, finalement, à cette période-là. Donc, elle est, de ce point de vue-là, assez sympa, au sens où elle permet de rencontrer des gens qui, pour certains, peuvent être intéressants. Mais on bascule ensuite vers quelque chose d'un peu plus sportif, entre guillemets, qui est le choix, les négociations qui mènent au choix. Ça, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est vrai que là, en fait, on monte une marche supplémentaire, puisque là, à partir de ce moment-là, on va recevoir les premières lettres d'intention. Donc là, on passe, on va dire, à la phase écrite officielle, où les potentiels acquéreurs mettent sur le papier leur volonté, en fait, d'acheter la société selon telle et telle condition. Et là, donc c'est un document en fait qui est très succinct. Et là, on a vraiment besoin en fait de l'expertise de Finance et Stratégie pour pouvoir décrypter entre les lignes le contenu de l'offre, essayer d'en voir les subtilités pour nous ensuite choisir, on va dire, la bonne lettre d'intention, puisqu'après on ne signe qu'avec un seul potentiel acquéreur, et donc il faut vraiment prendre son temps pour réfléchir et bien échanger en fait avec Finance et Stratégie pour bien comprendre ce qu'il y a derrière en fait les écrits de cette lettre d'intention. Ouais, c'est ça, puisqu'on a étape 1 déjà, pour pouvoir faire un choix, la première étape c'est le timing, c'est de faire en sorte que les lettres d'intention vous arrivent dans un timing qui soit assez proche. Tout parce à que fait. Sinon, si il
Il y en a une Oui, en c'est vrai. mars Il y a et ça l'autre aussi. en octobre. Pour faire un choix, c'est pas l'idéal. Ouais, c'est plus compliqué. Et puis derrière, effectivement, l'étape suivante, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans une lettre d'intention, quels sont les points clés sur le plan de l'opération qui est envisagée, parce que, comme tu le disais, on n'en signe qu'une, donc on bascule dans un moment où, une fois qu'on a signé ce document, en gros, on brûle un cierge en espérant que ça aille au bout. Oui. Et qu'on puisse vendre l'entreprise aux conditions qui étaient prévues dans la lettre d'intention qu'on a acceptée. Tout à fait. Sauf que cette lettre d'intention, elle comporte des conditions suspensives. On a des conditions de financement de l'opération. On a des conditions d'audit de l'entreprise achetée. Donc forcément, c'est des étapes c'est une étape clé, mais qui entérine un choix pour toi, pour ton associé, mais qui n'entérine pas forcément la finalisation de l'opération, au sens où il va rester du temps et des étapes à franchir pour que l'opération aille à son terme. Parmi les étapes qu'on va avoir à mener pour aller jusqu'au terme, on a donc les audits, le financement, et puis on peut avoir des événements imprévus qui se passent, puisque tant que c'est pas fait. Et je crois qu'on a eu un événement assez particulier. Oui, tout à fait, à cette époque. Ouais. Tu peux nous en parler ? Voilà, puisque nous, effectivement, au niveau de la cession, on devait vendre l'entreprise le jour où le Covid est arrivé. Et là, donc c'était au mois de mars. Et finalement, tout s'est arrêté en termes de négociations, en termes d'échanges. Tout était suspendu et c'était normal puisqu'en fait, on rentrait tous dans l'inconnu. Et là, finalement, il y a une période un peu de flottaison qui s'en est suivie. Et en fait, on se disait, est-ce qu'on remet tout en cause, en fait, hein. Là, franchement, on ne savait pas du tout si on allait pouvoir continuer le processus, si l'acquéreur en avait envie, si même nous aussi, on en avait envie, puisque finalement, on avait encore plus de temps pour réfléchir. On s'est dit, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va plus ? Est-ce qu'on relance ? Est-ce qu'on attend ? Donc là, c'est vrai que dans ce moment-là, finalement, nous, ce qui nous a aussi aidé, c'était de pouvoir rester en contact avec Finance et Stratégie, où là, on envisageait justement toutes les stratégies possibles. Où ça a été aussi une période où finalement, il fallait peut-être rediscuter aussi du prix, de certaines modalités, du timing. Donc, c'était une période, évidemment, à la fois forcément déstabilisante, mais néanmoins, on est quand même resté en fait dans une certaine vision où tous les choix étaient encore possibles, puisque de toute façon, comme rien n'était signé, tout était aussi possible, et donc il fallait continuer de garder le cap au niveau de l'entreprise, puisque là, c'est pareil. Hein. Là aussi, c'est l'inconnu. Les clients, c'était aussi bascule l'inconnu pour les clients, donc il a fallu aussi rassurer les équipes. Certaines sont parties effectivement aussi, on va dire en chômage partiel, c'était le cas. Il y a eu après aussi les fameux emprunts garantis par l'État. Voilà, garantis par l'État. Donc là, on a dû finalement gérer l'entreprise dans un contexte complètement différent. Il a fallu s'adapter. Et puis, on a tenu bon, puisqu'en fait, on a réussi à passer cette étape. Et malgré tout cet environnement un peu déstabilisant, l'acquéreur avait quand même envie de continuer l'aventure, et puis nous aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est l'étape clé. On en revient à ce qu'on disait avant, c'est la rencontre, la confiance et le fait de partager une envie mutuelle de se rapprocher. Malgré tout, effectivement, c'est une période qui a rebattu les cartes sur le plan de l'opération, de la manière dont elle peut être envisagée. Et effectivement, c'est dans des étapes aussi charnières que c'est important de pouvoir échanger, pas être isolé, et être dans une logique où on est entouré de gens qui ont une maîtrise de comment l'opération doit se dérouler, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout à fait. Pour instaurer un rapport de force équilibré et sain. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental dans la mesure où, même si c'est l'inconnu pour tout le monde, c'est important d'avoir des relais sur qui on peut s'appuyer, avec qui on peut échanger. On est clairement sur une étape difficile à appréhender. Tout à fait, c'est vrai qu'on s'appelait même le week-end, en fait, quand il y avait quand il y avait besoin de se rassurer, qu'on avait des idées magiques le week-end ou la nuit. Voilà, on est resté vraiment, on va dire, en relation continuelle. Et avec une capacité à toujours se dire, à relativiser finalement tout ça en se disant, de toute façon, si ça se fait pas, on continuera. Voilà, exactement. C'est important. Voilà. Pour éviter de se mettre trop de pression aussi pendant cette période-là. C'est ça, et de garder
son libre arbitre et pas être prêt à forcément accepter des choses qui ne le seraient pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Globalement, au niveau de cette opération-là, tout à l'heure, tu parlais de schizophrénie, mot est peut-être un peu fort, mais enfin, en tout cas, voilà, de difficultés sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel à appréhender tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous dire un petit peu dans quelle mesure tu as été confronté à ça? Donc c'est vrai que c'est une période donc très intense et on doit justement faire comme si, et c'est le cas, de faire en fait comme si c'était toujours notre boîte et de continuer de la gérer comme si on devait en fait rester le dirigeant pendant plusieurs années et donc gérer tous les problèmes au quotidien, les équipes, les clients, comme si effectivement on était toujours aux manettes en fait pendant, voilà, on va dire sans... pendant plusieurs années. Et effectivement, je pense que c'est vraiment la bonne attitude à avoir. Déjà, ça évite en fait peut-être de trop cogiter parce qu'on va se concentrer en fait sur le développement de sa société. Et puis aussi parce que tant que la signature n'est pas apposée de manière officielle, rien n'est joué. Tout peut bousculer et donc il se peut très bien que du jour au lendemain, finalement, la vente ne se fasse pas parce qu'on sait très bien qu'un moindre détail, en fait, un moindre grain de sac peut tout remettre en cause, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et donc, je pense que la bonne attitude à avoir, c'est de continuer de développer sa boîte parce que c'est avant tout, je dis un peu son bébé, c'est quand même une histoire en fait extrêmement forte et donc il faut continuer de faire comme si de rien n'était, entre guillemets, parce que tant que la signature n'est pas finalisée des deux côtés, tout peut être mis en cause. Voilà. Ouais. Il y a une chose aussi que je voulais signaler qui, pour moi, en fait, je ne l'avais peut-être pas forcément assez anticipé. Quand on voit sa société, finalement, il faut aussi penser qu'on va aussi se séparer, en fait, des salariés. Et moi, je n'avais pas, je pense, suffisamment anticipé le fait que j'avais quand même tissé des liens, on va dire, de manière très progressive avec l'ensemble des salariés. Et puis finalement, c'est pas rien, du jour au lendemain, d'envisager qu'on va plus revoir, on va dire, dans un contexte professionnel et quotidien ces salariés. Parce qu'évidemment, en entreprise, rien n'est rose. Il y a des moments qui sont très difficiles. Il y a des hauts et des bas, comme dans toute société. Et puis finalement, on crée quand même des histoires affectives avec les salariés parce que quand on les recrute, pour la plupart, en fait, ils sortaient d'école. Ouais. Donc, on les a accompagnés dans leurs premiers pas au niveau d'une société. Dans la vie d'adulte, dans la vie d'adulte aussi, au niveau personnel. Et puis ensuite, évidemment, ils commencent à acquérir de plus en plus de compétences sur le métier de l'entreprise. Ils prennent des responsabilités. Après, ils managent eux-mêmes, en fait, des petites équipes. On les voit s'épanouir. Et ça, je pense que... Au-delà, ça fait partie, on va dire, de quelque chose dont on est extrêmement fier, c'est de voir grandir finalement les équipes qui nous font confiance en fait dans un projet d'entreprise, parce qu'une entreprise, c'est pour ça que pour nous la valeur humaine était extrêmement importante, parce que c'est ce qui nous a aussi animés tout au long en fait de ce parcours, c'est aussi de voir progresser les personnes qui nous ont fait confiance dans cette aventure. Ouais. Oui, et du coup, la loi faisant que il y a un devoir d'information des salariés dans le cadre de ce process, comment vous avez vécu justement cette information ? Alors pour moi, ça a été le moment le plus délicat et le plus vertigineux, parce que là, en fait, on convoque tous les salariés dans la grande salle de réunion et on sait que d'un instant à l'autre, on va les informer que la société, en fait, est en cours de vente et on ne sait pas du tout comment ils vont réagir. Même si nous, de notre côté, en fait, on avait évidemment, on connaissait mieux le repreneur. En l'occurrence, on avait fait le choix justement d'une PME qui nous ressemblait, de taille équivalente, pour qu'il y ait le plus, on va dire, d'affinité possible. Et on a expliqué pourquoi, effectivement, aux salariés, on avait fait ce choix, en fait, de vendre. Et puis, en même temps, on avait essayé déjà de travailler aussi avec l'acquéreur sur des futures opportunités pour les salariés, à savoir que, quand il y a des recrutements qui se font en interne au niveau de l'entreprise, ils pourraient être aussi valables pour les salariés d'une ou de l'autre,
de chaque structure, en fait. Donc déjà, en fait, on avait pensé aussi à des synergies pour les salariés, puisqu'on avait des métiers qui étaient assez équivalents, pour que ce soit finalement aussi une opportunité pour nos salariés de rebondir différemment tout en restant dans la même structure. Ouais, d'accord. Ouais, c'est très important et c'est d'autant plus important que, comme tu l'évoquais avant, c'est une entreprise que vous avez créée avec des gens qui ont grandi véritablement avec vous et que le bien-être au travail dans votre entreprise, c'était pas juste un baby-foot dans l'open space, c'était non, c'était réel. Voilà, c'était fondamental. Je pense que voilà. Oui, on les a emmenés en balade dans Rennes. J'ai eu l'occasion d'aller passer une soirée avec vous et toute l'équipe au Stade Rennais justement et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait une harmonie et donc forcément au moment où on se retrouve face à eux et on doit leur annoncer que finalement on va un peu quitter le bateau. On avait un peu ce sentiment-là, même si on voulait faire en sorte que tout se passe au mieux. Et c'est vrai que le RH d'entreprise, je vais juste faire une petite parenthèse, c'est vraiment un sujet qui est fondamental en fait pour qu'une entreprise fonctionne bien. Ce sont quand même les salariés qui sont au quotidien en face des clients qui font quand même tourner aussi la société. Et on avait beaucoup travaillé en fait de manière un petit peu opportune en fait avec des personnes qui venaient du monde de la diversité et du monde de l'inclusion. C'était pas du tout calculé, c'est venu parce que voilà, on a reçu des candidatures justement qui contenaient des compétences que l'on recherchait pour le développement de l'entreprise. Et puis finalement, c'est là en fait où aussi on grandit en tant que dirigeant d'entreprise. On avait constaté que en faisant venir, on va dire, des personnes issues de la diversité culturelle et également du monde en fait des personnes en fait de l'inclusion avec tout le secteur RQTH. Finalement, ça avait permis d'installer, on va dire, une ambiance beaucoup plus sereine. Finalement, il y avait plus d'entraide, plus de collectif, d'humanité, du fait d'avoir effectué, on va dire, un mélange entre guillemets de personnes venant d'environnements différents. Voilà. Et donc, on voulait vraiment garder, on voulait vraiment que le futur acquéreur soit conscient de cet environnement pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Et que ça puisse perdurer. Et après, comment on rebondit Alors, comment on rebondit Alors, finalement, moi, ce qui n'était pas prévu au départ, c'est que finalement, les acquéreurs ont souhaité en fait que je reste encore 3 ans avec mon associé d'entreprise. Donc, au début, c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé lorsqu'on avait proposé notre entreprise à la vente. Et puis, finalement, ça fait son chemin aussi dans la tête. Et je me suis dit que c'était peut-être aussi une bonne idée pour soi-même, parce que finalement, on se rend compte que c'est pas évident de lâcher son entreprise du jour au lendemain. Et puis, c'était aussi une opportunité pour pouvoir accompagner les salariés dans cette transition, rassurer les clients et de faire en sorte que justement, ce rapprochement se passe au mieux pour toutes les parties prenantes. Ouais. Et c'est pas forcément le modèle qu'on voit le plus dans le cadre de sessions d'entreprise. On a quand même le plus souvent des sessions qui sont suivies d'un départ des dirigeants. Maintenant, c'est un modèle qui existe parfois et qui a du sens parfois dans des logiques de croissance externe où on n'a pas forcément la personne, c'est pas la personne physique qui va pouvoir venir dans les chaussons de l'ancien dirigeant. Et donc là, dans des cas comme ça, on peut y arriver à un schéma où on vend son entreprise, mais on reste pour un accompagnement qui est un peu plus long. Il faut trouver sa place finalement dans un contexte comme ça pour que chacun puisse avancer au service de l'entreprise. Voilà, que les rôles soient bien clairs pour toutes les parties. On avait la chance en fait de rester aussi un peu actionnaire minoritaire. On avait en fait finalement une totale liberté entre guillemets sur le développement de la structure. Donc je pense que c'était finalement une transition souple et naturelle pour toutes les parties prenantes. Et de ton côté, personnellement, c'est quoi la suite ? Voilà, donc finalement, maintenant, depuis, effectivement, je suis repartie sur un autre projet. Donc moi, le projet qui me tenait à cœur, en fait, déjà depuis quelques temps, c'était de pouvoir, en fait, m'investir à 100% dans la transition écologique, puisqu'en fait, aujourd'hui, on constate bien que finalement, l'urgence climatique devient la priorité pour maintenir nos sociétés. Et moi, j'ai à cœur, en fait, de démontrer dans mon projet actuel qu'on peut très bien, qu'il est urgent de réconcilier l'économie et l'écologie pour faire en sorte que nos entreprises soient durables, en fait. Et c'est pas un non-sens de les opposer, mais au contraire, de les allier pour qu'une entreprise d'aujourd'hui puisse être
être encore présente d'ici 10 ans, 15 ans sur le long terme. Et pour moi, c'est effectivement fondamental au niveau personnel de pouvoir me consacrer à 100% à ce projet. Donc, je vous invite à suivre mon LinkedIn pour avoir des actualités. Et j'ai envie de terminer justement cet échange sur mon nouveau projet en reprenant en fait les termes de Camille Etienne, qui est une activiste en fait issue de Sciences Po, qui nous rappelle que nous sommes la première génération à subir les dégâts en fait climatiques et qu'on est également la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Merci beaucoup pour cette conclusion. Puis surtout, merci beaucoup à toi, Béatrice, d'avoir accepté cette invitation et d'être venue sur cette étape importante dans ton parcours professionnel et même ton parcours personnel global. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés et puis à bientôt. Ouais, merci Adrien, merci à toi. Si cet épisode vous a éclairé ou inspiré, abonnez-vous à Changer de main sur votre plateforme d'écoute préférée. Les épisodes sont également disponibles en vidéo sur YouTube. Vous y trouverez d'autres histoires de transmission, d'entreprises qui se réinventent et de dirigeants et dirigeantes qui préparent l'avenir. Et si vous connaissez quelqu'un pour qui la session est un sujet d'actualité, partagez-lui cet épisode. Vous pouvez également nous écrire à contact@finance-stratégie.com.